Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Laurence Millet, avec aujourd'hui Jean-Richard Dufour à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Julien Tricard, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle qui vous parlera de conversion tout à l'heure et du désir qu'on peut en avoir avec Catherine Chalier. Suite et suite ce jeudi pour nous d'une semaine devant Derrida dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Benoît Peters, Pierre Bourretz et Jean-Luc Nancy, c'est Charles Ramon et Valerio Adami qui sont aujourd'hui nos invités. Le professeur Charles Ramon qui connaît Derrida sur le bout des doigts et le peintre Valerio Adami qui le connaît par cœur. Alors, pour enchaîner un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur voir et toucher en quelque sorte. Hein. Voir et parler, voir et toucher. Au lieu de m'enfoncer dans une profonde méditation sur le voir, qui m'a beaucoup occupé ailleurs, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ailleurs, sur l'œil et la vue, j'ai écrit des tonnes de textes là-dessus. Ce qui m'importe quant aux yeux, c'est que c'est la partie du corps qui ne vieillit pas. Autrement dit, quand on cherche son enfance, à travers tous les signes de vieillissement du corps, qu'il s'agisse de l'avachissement des muscles, du blanchissement des cheveux, etc., du poids, de la taille. Quand on cherche l'enfance, on regarde les yeux. Et ce qui est saisissant, c'est que un homme de mon âge garde les yeux de son enfance. Et donc, les yeux... Alors, il y a toute une littérature. Hegel disait que les yeux, c'est la manifestation de l'âme au dehors. Hein, que c'est à travers les yeux que l'âme, qui est au-dedans, se montre au dehors. Eh bien, je traduirais ça comme ça, en disant qu'au fond, le regard n'a pas d'âge. Les yeux sont les mêmes toute la vie. Derrida est un homme plutôt petit, mais d'allure énergique. Ses yeux sont d'un bleu pâle subtil, ses cheveux d'un blanc pur. Avec ses lunettes, il a l'aspect d'un bureaucrate français de haut niveau, pas d'un dirigeant, mais plutôt d'une sorte d'administrateur colonial. Sans ses lunettes, il pourrait passer pour un acteur vedette du cinéma français, un mixte de Jean Gabin et d'Alain Delon. Bonjour Charles Ramon, bonjour Valerio Adami, bienvenue à tous les deux. Ce jeudi, nous continuons cette semaine sur Derrida. Et j'ai voulu commencer par le portrait qu'en propose Mitchell Stephens, moment où la déconstruction s'exporte en Amérique, et un article dans lequel il parle de la couleur de ses yeux, et j'aurais aimé savoir, Valerio Adami, vous qui l'avez si bien connu, et qui avez été son ami à tous égards, si tout simplement vous aviez gardé le souvenir de la couleur de ses yeux. C'est une question piège maintenant qu'on vous dit qu'ils sont bleus, mais... Non, je pense que les yeux de Jacques étaient peut-être des yeux de la différence.
comme lui utilisait ce mot. C'est-à-dire? De temps en temps, étaient des yeux d'une vivacité extrême, et d'autres moments étaient des yeux, n'est-ce pas, qui ne regardaient peut-être que son intériorité. Et quelquefois, il était difficile, enfin, de communiquer avec lui. Ce qui l'intéressait beaucoup, c'était évidemment les yeux, comme vous avez dit tout au début, enfin, ces yeux qui ne vieillissent jamais, qui sont les mêmes de l'enfance. C'est la seule chose du corps qui ne vieillissent pas. Mais ce qui l'intéressait beaucoup était peut-être le fait que les yeux pouvaient s'exprimer par des larmes. Les larmes qui étaient quand même dans les larmes, il y avait le destin des liquides. Les larmes sont des petites sphères. Et les larmes l'intéressaient profondément. Tout ce qui était ces mécanismes émotionnels qui pouvaient amener aux larmes. Bien, j'ai toujours regardé évidemment les yeux de Jacques dans une manière amicale le matin quand on prenait le petit déjeuner, qui était certainement des yeux qui représentaient un peu. Lui s'est levé très tôt. Je me souviens quand on habitait ensemble dans ma maison en Italie, il s'est levé à 6 heures. Et il commençait à écrire. Avant, il écrivait à la plume, et après, il écrivait à l'ordinateur. Vous parlez des yeux de la différence. Différence, il faut donc, allons-y, disons-le tout de suite, puis d'ailleurs, on en a déjà parlé cette semaine, différence, ici, doit s'écrire avec un A et par là même désigner non pas seulement la distinction entre deux éléments qui diffèrent l'un de l'autre, mais le fait même de différer, la différence en sa mobilité, à la façon par exemple dont dans le Théétète, Socrate dit à Théétète, toi-même à aucun moment tu n'es semblable à toi-même. Et pourtant Charles Ramond, quand Derrida parle des yeux, il donne le sentiment ici de décrire ou de saisir quelque chose à ses yeux, d'immuable, quelque chose qui ne change pas et qui, tout le long de la vie, demeure. Les yeux sont ce qui demeure, ce qu'ils étaient dès le début. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette pensée de la différence, c'est-à-dire finalement d'une mobilité originaire, ou d'une duplication originaire de l'origine elle-même, et en même temps le fait que les yeux demeurent ce qu'ils sont? Je vais commencer moi-même par un petit souvenir. Quand j'ai invité Derrida dans une conférence à Bordeaux il y a quelques années, et je l'avais raccompagné chez lui dans sa chambre d'hôtel, et j'avais été frappé par le côté mobile et inquiet de son regard très, très vif, très rapide. Il était en fait très fatigué à la fin d'une soirée où il avait été soumis à une chaleur, à une presse considérable, toujours assez foule qui voulait toujours l'entendre. Donc j'ai gardé pas exactement le même souvenir que Valerio Adami, c'est bien normal, du regard de Derrida. Et quant à ce que vous dites, la grande thèse de Derrida à propos des yeux, c'est pour ça que ça m'a un petit peu étonné tout à l'heure de l'entendre dire que les yeux étaient le miroir de l'âme, ce qui en réalité est une pensée qui ne lui correspond pas. Mais en rien. C'est pour oui. ça que c'est étonnant de l'entendre. Ça m'a un peu étonné d'entendre dire ça. Ce qui a toujours frappé Derrida, c'est là-dessus qu'il a écrit ses plus beaux textes, notamment dans Mémoire d'aveugle, c'est que c'est précisément la question de la fixité de l'œil. Il a fait un rapport entre l'autoportrait et l'œil de l'aveugle. Parce que l'autoportrait, c'est le peintre en train de se regarder dans l'œil, et cet œil ne doit pas bouger. Il doit précisément rester fixe. Et Derrida a fait tout un parallèle magnifique dans ce texte entre l'œil d'un peintre en train de faire son autoportrait, donc cet œil fixe qui est au milieu du tableau, et puis l'œil d'un aveugle qui ne voit pas. Et donc le véritable œil, selon Derrida, c'est justement un œil fixe et presque un œil mort. Donc en effet, ça n'a pas et ça serait plus en accord, je dirais, avec son refus général de l'intériorité, de la subjectivité, et qui correspond donc à une philosophie assez différente de cette expression de l'âme qu'il évoquait à propos d'Hegel. Au fond, et peut-être en cela reste-t-il hegelien, après tout, Hegel était sensible à la statuaire grecque, où les yeux étaient absents, où les yeux étaient blancs. Peut-être est-ce là ce qu'il entend par cette fixité ou cet œil de mort. Le peintre, c'est vous, Valerio Adami. Jacques Derrida, vous voyez-il travailler? Ah oui. Oui. Dans quelles circonstances? Comment? Il faut préciser quand même les circonstances dans lesquelles vous êtes devenus amis, à quelle occasion, et cette fameuse maison dont vous avez commencé à nous parler, qui est la vôtre. J'ai rencontré Jacques en 1974.
c'était une rencontre qui était programmée par Jacques Dupin, qui était un ami de Jacques et un grand ami à moi, et qu'il avait un projet. Il avait le projet d'associer un peintre à une écrivaine ou à un philosophe. Et c'était Jacques Dupin, qui m'a associé à Derrida. Et on avait fixé un jour. On avait fixé le jour dans lequel on se serait rencontrés. Eh bien, le soir avant le jour de notre rendez-vous, on s'est vu chez des amis. Et Jacques a écrit un texte sur cette rencontre. Et là, c'est vrai que lui parlait de mes yeux, et moi, je parlais aussi de ses yeux. Des yeux méditerranéens. Des yeux qui peuvent être totalement indépendants des autres parties du corps. Souvent, les yeux ont affaire avec les mains, avec le geste, avec une gestualité. Non, chez Jacques, les yeux étaient complètement indépendants. Chez Adami, ce qui m'a d'emblée séduit et permis d'approcher sa peinture, d'y entrer si on peut dire, c'est évidemment le fait que, si dessinateur absolu qu'il soit, et peintre malgré tout, il accueille dans l'espace de ce qu'il signe de nombreux arts, la littérature notamment. On y retrouve des phrases, des textes, des personnages de la littérature, la famille des écrivains, Joyce, ou Benjamin par exemple. Il reviendra là-dessus dans ce texte, plus R, que l'on retrouve dans la vérité en peinture, Valerio Adami. Je crois que surtout, bien sûr, le pensée de Jacques était le pensée d'un philosophe, mais en même temps était le pensée d'un littéraire. Je pense qu'enfin, les grandes valeurs poétiques et lyriques de Jacques chez Glau, dans tous les textes qu'il a écrits, Jacques était plus littéraire peut-être que philosophe. Littéraire dans le sens dans lequel la littérature, il peut exprimer l'inconnu, il peut exprimer la vérité qu'on ne pourra jamais définir, mais qui est l'expression d'une vérité. Et c'est ce que Jacques, à mon avis, a toujours fait, n'est-ce pas? A essayé de travailler la langue, comme ça, comme un peintre, ou un dessinateur, il travaille avec les crayons. Il parlait, par exemple, de tout ce qui était gommé, effacer, l'effacement et l'effaçage, si vous voulez. Il disait aussi qu'il voulait publier tous les mots qui étaient gommés. Ces tracés de mots gommés étaient absolument fondamentaux pour lui. Moi, je ne sais pas. Vous-même travaillez à la gomme. Ah, moi, je travaille à la gomme. Et le travail de la gomme peut durer, je ne sais pas, mais c'est une autre chose de laquelle je pourrais vous parler avant. J'ai vu travailler Jacques. J'ai été assis à côté de lui, dans la véranda d'une maison d'été. Et là, je ne peux que penser à ce que William Blake disait. Il disait qu'enfin, pour lui, l'écriture était dictée par des esprits. Et il écrivait des mots. Et ces mots, ils commençaient à voler dans la pièce. Et ces mots qui volaient dans la pièce, n'est-ce pas, à un certain moment, ils trouvaient un ordre. Et les esprits, ils pouvaient lire. Et au moment dans lequel ils lisaient, l'ordre était établi. C'est étonnant ce que vous dites, parce que dans Signe, Merleau-Ponty lui-même décrit son travail d'auteur comme une façon de mettre des mots au hasard, jusqu'à ce que, miraculeusement, les mots semblent s'organiser d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, Jacques Derrida et Maurice Merleau-Ponty ne se sont croisés qu'une seule fois, comme quoi il n'est pas nécessaire de se connaître pour pratiquer peut-être la même méthode. On va revenir sur cette vérité qu'on exprime ou qu'on indique. Il faut ici distinguer chez Derrida l'expression de l'indication, Charles Ramon, et je voudrais pour cela qu'on entende un extrait d'un texte
dont je vous disais hors micro qu'il me semblait talmudique de Derrida, un extrait de Glas. C'est le texte de la colonne de droite où l'on découvre ce que Derrida entend par la pratique de la découpe constituante ou de la déconstruction, dont on va reparler, appliquée au texte littéraire, en l'occurrence de Jean Genet, et puis Derrida lui-même, justement. Revenir ensuite sur cette pratique de la déconstruction avant de vous entendre, Charles Ramon, en commentateur expert de Derrida, nous dire ce qu'il convient d'en penser ou d'en impenser. Écoutez. Si même nous pouvions reconstituer morceau par morceau l'emblème ou la signature d'un nom propre, ce serait seulement pour dégager comme d'une tombe un enterré vivant. Cela même que Genet ni moi n'aurions jamais réussi à signer, à rattacher aux lignes d'un paraphe, et qui cause de ce fait. Le texte dénommé de Genet, nous ne le comprenons pas ici. Il ne s'épuise pas dans la poche que je coupe, couds et relis. C'est lui qui la troue, la harponne d'abord, la regarde, mais la voit aussi lui échapper, emporter sa flèche vers des parages inconnus. Ce texte-ci, ou Glas, ne se résume pas plus à une lecture de Genet, qui n'en forme ni l'exemple, ni l'essence, ni le cas, ni la vérité, qu'il ne se laisse rassembler ou flécher, avec d'autres, par mon paraphe. Et tout ce qui en lui tiendrait à la forme singulière de la signature de l'une ou de l'autre garde une valeur tout à fait anormale. Il ne relève d'aucune règle, n'en procure aucune. L'opération doit être chaque fois singulière et courir uniquement sa chance. Si pour faire vite et pour jouer un peu, j'essaie de me rappeler les définitions que, sous la pression d'une question, en général d'interview, je me suis laissé aller à donner de la déconstruction brièvement. Il y en a, si je compte bien, au moins 4. Ouais. Si vous me permettez, je les rappelle. C'est un sens très bref. J'ai dit une fois, la déconstruction, c'est l'Amérique, dans un texte sur Paul de Man. Et une autre fois, dans le même livre, ayant abandonné cette première hypothèse, j'ai dit la déconstruction, c'est plus d'une langue. Parler plus d'une langue. Et puis une autre fois, la déconstruction, c'est l'impossible. Et enfin, une quatrième fois, c'est ce qui arrive, vous voulez le rappeler. Et je crois que ces 4 définitions, qui sont à la fois algébriques, brèves, ironiques, mais sérieuses aussi, ne sont pas, comment dire, disparates ou incompatibles. Elles forment une sorte de, je l'espère, de cohérence. D'abord, ce qui arrive comme l'impossible. Il est évident que si ce qui arrive, si un événement, ou bien qui arrive, parce que qui arrive, c'est l'arrivant, le qui arrive, n'est-ce pas ? Ce qui arrive ou bien l'arrivant. Si ce qui arrive ou l'arrivant était possible, autrement dit, si je les voyais venir, si c'était en mon pouvoir de les recevoir, de les prévoir, si c'était possible, eh bien, il n'arriverait pas. Ce serait simplement le remplissement d'un programme, d'une attente, et donc l'événement serait neutralisé par sa simple possibilité. Autrement dit, pour que quelque chose arrive, ou que quelqu'un arrive, au sens fort du terme, il faut que cette personne, ce quelqu'un, ou cet événement, arrive comme impossible, comme ce qui n'était pas encore possible. Donc, la déconstruction n'est pas justement une doctrine ou un savoir ou quelque chose qui est à ma disposition comme un instrument, une méthode ou quelque chose de calculable que j'ai à ma disposition, une technique que j'enseigne. La déconstruction a lieu chaque fois où quelque chose arrive, et qui arrive, ou quelqu'un arrive. Expérience d'hospitalité inconditionnelle, par exemple, ou de don, de pardon, où ce qui arrive comme impossible désorganise en quelque sorte le champ du possible et le champ de la réception, désorganise la réception. Et comme un hôte inattendu, et qui arrive, est un principe de désordre dans l'espace qui le reçoit. C'est à cette condition qu'il y a de l'hospitalité pure. Si celui qui arrive est invité et ne dérange personne, hein, ce n'est pas de l'hospitalité. Donc, seul l'impossible arrive d'une certaine manière. Et cela suppose plus d'une langue, c'est-à-dire qu'il faut là aussi que l'élément d'appropriation qui est constitué par la maîtrise d'un langage, d'une syntaxe, d'une grammaire,
d'un sens même, d'une sémantique stabilisée. Il faut que ça s'ouvre, ça se laisse déranger par une autre langue ou par la langue de l'autre. Par la langue de l'autre. Donc il faut qu'il y ait plus d'une langue et une expérience de traduction impossible, d'une certaine manière, pour que quelque chose comme cette déconstruction advienne. Il faut ici donner la parole à l'autre pour savoir comment traduire de telles paroles. Charles Ramon, Charles Ramon, vous, à qui l'on doit par exemple un collectif sur la déconstruction aux presses universitaires de France, ou un très utile, je parle pour moi, vocabulaire de Derrida chez Ellipse, comment conciliez-vous avec ce qu'on dit de la déconstruction, l'idée que c'est l'Amérique, le plus d'une langue, l'impossible et ce qui arrive, ce qui, du point de vue de Derrida, est au fond la même chose? Oui. Débrouillez-vous. Bien sûr. Je pense qu'on pourrait résumer tout cela par un seul mot, donc encore plus court. On pourrait parler peut-être d'une théorie du maquillage, c'est-à-dire quelque chose qui, à la fois, doit transformer et être invisible. Si vous voulez, le texte qu'on vient d'entendre de Derrida appartient, je dirais, au deuxième volet de sa pensée. Dans un premier temps, dans les années 70, Derrida était absolument opposé, et par toute sa philosophie, à toute théorie de l'événement. Donc tout ce qui vient d'être dit là était impossible en réalité. Toute la théorie de la spectralité, toute la théorie de littérabilité, toute la théorie des fantômes, toute la critique de toute pensée originaire était toute une pensée anti-événementielle. Et puis dans une deuxième partie de sa pensée, Derrida, pour des raisons qui sont d'ailleurs complexes à deviner, sur lesquelles on peut s'interroger, a fait une sorte de retour, ou du moins essayé de concilier cette première pensée anti-événementielle avec une pensée de l'événement. C'est ce qu'il appelle ici l'hospitalité absolue, le don, l'impossibilité de s'inscrire dans un marché, ce fameux texte par-dessus le marché, ou des échanges, etc. Et donc, on a une deuxième version de la déconstruction. Alors, est-ce qu'il se contredit en faisant cela, ou est-ce qu'il prolonge et approfondit sa propre pensée? Est-ce qu'au fond, la déconstruction d'emblée, le Derrida premier, ne permettait pas de penser? Est-ce qu'il n'a pas finalement découvert quelque chose qui avait échappé à sa première pensée? Non, moi je pense qu'il y a quand même une certaine dose de contradiction, ça serait peut-être pas le mot, mais il y a quand même une évolution qui est importante et qui lui a posé d'ailleurs problème. Dans la première phase de la pensée de Derrida, c'est-à-dire sa première pensée, la grammatologie, etc., la déconstruction est en réalité pas du tout ce qui vient d'être dit là, c'est une simple méthode ironique, très, très proche de celle de Socrate. C'est-à-dire qu'on prend un texte, par exemple celui de Platon, celui de Rousseau, et on le laisse parler d'une certaine façon, on le laisse se développer jusqu'au moment où il manifeste lui-même ses propres contradictions, ses propres difficultés. Et donc à la fois on construit une lecture, on construit une écoute, et cette écoute qu'on a construite et qu'on a fabriquée se révèle en fait dissonante, avec des failles. Et donc c'est une écoute qui est à la fois patiente et qui n'est pas critique, qui laisse la chose se détruire d'elle-même. Donc ça, si vous voulez, c'est la déconstruction, première formule. Et la deuxième version de la déconstruction, celle qui vient d'être évoquée ici, c'est le paradoxe majeur de la pensée de Derrida, qu'il a très bien expliqué, et qui est le suivant. Il a été très frappé par une pensée un peu kierkegaardienne, assez étonnante d'ailleurs pour quelqu'un qui connaît bien Derrida, c'est qu'au fond, les conditions de possibilité sont toujours en même temps des conditions d'impossibilité. Et c'est ce qu'il vient de dire. Quand un juge veut appliquer la loi, il doit d'abord suspendre la loi. Parce que s'il l'appliquait mécaniquement, il n'appliquerait pas la justice. De même, dans un très beau texte sur Blanchot qui s'appelle Demeure, Derrida explique qu'il n'y a pas tant de différence que cela entre la littérature et le témoignage, c'est-à-dire entre le témoignage et la fiction. Parce qu'un témoin, c'est toujours quelqu'un qui ne peut être témoin que dans la mesure où il pourrait aussi mentir. Il a vu quelque chose qu'il est seul à voir, et par conséquent, son témoignage ne vaut que dans la mesure où il pourrait mentir. Autrement dit, les conditions de possibilité du témoignage reposent sur des conditions d'impossibilité. Et ce paradoxe, qui est un paradoxe logique si on veut, et qui peut se développer dans beaucoup de circonstances, que j'ai moi-même développé dans une analyse de la méritocratie républicaine, où j'ai montré dans un texte récemment paru que les conditions de possibilité de la reconnaissance des mérites étaient en même temps les conditions d'impossibilité de cette reconnaissance. Il dit que ce n'est pas une méthode. En fait, si, c'est une très bonne méthode. On peut montrer dans beaucoup de cas que les conditions de possibilité de certaines choses sont en même temps leurs conditions d'impossibilité. Et là, la déconstruction est beaucoup plus interventionniste que dans la première phase de la déconstruction, où elle était simplement une sorte de constatation que les choses n'allaient pas aussi bien qu'on le croyait. En somme, il ne s'agit pas simplement de désassembler les parties d'un tout,
ou de montrer qu'en détruisant, on construit, mais finalement de penser chaque événement comme, au fond, son propre organe-obstacle, pour reprendre une expression de Bergson ou de Jankélévitch à sa suite. C'est-à-dire, pour le dire très rapidement, la mort est l'organe-obstacle de la vie. Si nous n'étions mortels, nous ne serions pas vivants. Si nous avions... les yeux sont l'organe-obstacle de la vue. Le fait de voir nous interdit de voir ce qui se passe dans notre dos. Au fond, chaque moyen est également l'obstacle à ce qu'il permet. Oui, on pourrait sans doute le dire comme ça. Pourtant, il ne le dit pas comme ça, donc je ne sais pas exactement si ça pourrait se dire tout à fait de cette façon-là. La seule chose, tout en accordant tout ce que vous dites, où je ferai une petite nuance, c'est que ça ne vaut pas pour n'importe quelle chose. C'est-à-dire que tout n'est pas en même temps à la fois condition, toute possibilité ne recèle pas en elle-même la condition de son impossibilité. La déconstruction ne peut pas s'appliquer mécaniquement à chaque chose. Vous pouvez montrer que certains concepts, comme par exemple l'égalité des chances, sont contradictoires, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une condition de possibilité qui est exactement la même qu'une condition d'impossibilité, mais vous ne pouvez pas le montrer pour toute chose. Vous voyez ? Donc, tout organe n'est pas un organe obstacle. Il faut, comme dit Derrida, à chaque fois vérifier s'il y a déconstruction possible ou pas. Ce n'est pas une entreprise nihiliste, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça n'est pas une entreprise nihiliste, et pourtant, c'est l'un des malentendus qui demeure sur cette question de la déconstruction, c'est-à-dire aussi, au fond, la tentation dans laquelle on se trouve de considérer que Derrida, en héritier d'un Heidegger peut-être hâtivement lu, aurait été le porte-parole finalement d'une déconstruction ou d'une destruction, puisque finalement ceux qui le lui reprochent indexent le terme de déconstruction sur le terme heideggerien de destruction. Derrida aurait tout simplement prolongé le projet déjà en lui-même perçu comme mortifère de Heidegger de détruire au fond, d'achever la métaphysique, Charles Ramon. Or il n'en est rien. Achever la métaphysique, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs siècles. Elle doit être morte depuis longtemps maintenant. D'un point de vue nietzschéen, ça a commencé avec l'émergence de la métaphysique elle-même. Oui, bien sûr. Non, assimiler Derrida à un nihilisme ou à une déconstruction au sens de destruction, ça serait tout à fait impropre. Derrida est quelqu'un, et là-dessus je reviendrai sur ce qu'a dit Valerio Adami tout à l'heure, qui bien entendu a une science extraordinaire de la langue française, mais pas seulement de la langue française. Il connaît le latin, il connaît l'allemand, il connaît le grec, il connaît l'anglais admirablement. Donc il manie les langues de façon, si on peut dire, littéraire. Ça c'est vrai. On peut dire aussi qu'il a travaillé beaucoup avec le littré, que beaucoup de ses textes, comme plus R, le texte qui vous a consacré, ou le gla, qui est un effet plus GL, cette réflexion sur la syllabe GL, il travaillait avec le littré, c'est-à-dire qu'il faisait des relevés de mots qui avaient des assonances identiques. Alors, en effet, il travaille sur la littérature. On pourrait croire à partir de là que c'est une sorte de mélange ou de destruction de la philosophie via la littérature. Mais ma position personnelle est qu'il n'en est absolument rien, que Derrida est toujours un auteur extrêmement thétique, c'est-à-dire il a des thèses et il est très démonstratif. Simplement, ces démonstrations, donc en ce sens-là, si vous voulez, il ne déconstruit pas vraiment. On peut dire que les ouvrages de Derrida ont une grande positivité. Son rapport à la littérature et son rapport aux arts, par exemple à la peinture, est toujours très positif. Si vous regardez par exemple ce qu'il dit de Valerio Adami, ou ce qu'il dit de Van Gogh, dans son fameux texte « La vérité en pointure », là, sur les chaussures. En peinture? Non, en pointure. C'est le titre, c'est « La vérité en peinture », mais le titre sur Van Gogh et Heidegger, c'est « La vérité en pointure », puisqu'il s'agit de chaussures. Autant pour moi. Oui, c'est un petit jeu de mots amusant. Eh bien, il a une interprétation de la querelle entre Heidegger et Shapiro au sujet des tableaux de Van Gogh, qui renvoie dos à dos sans doute les deux grands commentateurs célèbres, mais qui ne laisse pas le lecteur dans le vide. Il y a une interprétation des tableaux de Van Gogh qui est absolument magnifique. Je peux vous en dire quelques mots si vous voulez, mais enfin... sur les souliers qui portent un monde en eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et donc, il montre à quel point il essaie de comprendre, par exemple, je vais vous donner un seul exemple très rapide, pourquoi ces tableaux ont suscité une telle querelle. Parce qu'il s'agit de tableaux de chaussures délacées. Et Derrida s'est dit, mais pourquoi veut-on absolument lasser ces chaussures? Pourquoi veut-on les rattacher à un certain pied? Parce que Heidegger voulait les rattacher à des pieds de paysans et Shapiro voulait les rattacher à des pieds de citadins. Et Derrida montre qu'en réalité, c'est la question de la peinture elle-même qui est posée là, c'est-à-dire à qui attribue-t-on, à qui rattache-t-on une peinture? Et donc, en fait, ces souliers de Van Gogh, ces souliers délacés, qu'est-ce que c'est? Derrida est le seul à avoir dit, à ma connaissance, que c'était
un tableau de la peinture elle-même, c'est-à-dire ce qu'on veut rattacher, ce qu'on veut attribuer, ce qu'on veut attribuer à un certain pas ou un certain pied ou un certain homme ou à une certaine femme. Et en ce sens, il a une interprétation particulièrement frappante, positive, de la peinture. Donc, je me demande à cet égard, et peut-être aura-t-on l'occasion de revenir là-dessus, et notamment avec Valerio Adami, bien sûr, je me demande à cet égard si Derrida ne prolonge pas l'entreprise tout simplement du généalogiste, qui au lieu de se demander quelle est la réponse à la question qu'on se pose, se demande d'abord d'où vient le besoin qu'on a de se poser une telle question. Vous avez dit que Derrida maîtrisait les langues, illustration par l'exemple, voici Derrida qui parle en anglais du problème des biographies qui figent justement l'image des philosophes un peu à la façon des yeux qui ne changent guère. Écoutez. We should not neglect the fact that some biographies written by people who have authority in the academy finally invest this authority in a book which for centuries sometimes after the death of an author represent the truth. The truth. It's someone interested in biography writes life and works of Heidegger, well documented, apparently consistent, and it's the only one published under the authority of a good press, okay? And then Heidegger's life image is fixed and stabilized for centuries. That's why I would say that sometimes the one who reads a text by a philosopher, for instance, a tiny paragraph, and interprets it in a rigorous, inventive, and powerfully deciphering fashion, is more of a real biographer than the one who knows the whole story. L'absence de l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Charles Ramon et Valerio Adami sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi, dans une semaine sur Derrida, l'ami déconstruit. Vers de lointains pays au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi mon éternité. Quelle est lourde à porter l'absence de l'ami qui tous les jours venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable, qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Voilà une occurrence anté-derridienne de la déconstruction. C'est Louis Amade et c'est une chanson qui a d'abord été interprétée par Gilbert Bécaud, il me semble, en 1960. L'ami est ici, c'est Valerio Adami. Derrida aurait probablement beaucoup à dire sur l'ami Adami. Peut-être l'a-t-il fait d'ailleurs, peut-être nous le direz-vous, Valerio Adami. Deux choses, on va revenir sur cette peinture qui fige, le risque de la peinture qui fige, savoir comment finalement maintenir du mouvement ou de la différence ou de la mobilité à l'intérieur de la peinture. Mais avant cela, juste une chose, quand il parle de l'hospitalité comme un modèle de la déconstruction, il parle de cet hôte qui sait désorganiser la réception. Or, hôte est un mot ambivalent qui désigne à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. L'hôte qui désorganise la réception, je me demande si ce n'est pas vous qui demandez à Derrida de poser pour imiter le massacre des innocents. Il y a une photo extraordinaire dans la biographie de Benoît Peeters où Derrida est véritablement, en romain comme ça, torse nu, magnifique, imitant donc le massacre des innocents. L'hôte inattendu, celui de l'hospitalité pure, c'est donc celui qui dérange Valerio Adami. Comment entendez-vous cela ? C'est vrai que chaque année, qui ont passé quelques moments de l'été ensemble, on essayait de reconstruire et de mimer un tableau. Cette fois,
là, dans lequel il y a la photo dans le livre de Benoît Peter, c'était les massacres des innocentes. Et les personnages, les figures, c'est Marguerite, Derrida, Jacques Derrida, Pierre, Jean et moi-même, caché, lointain, parce que je devais m'occuper de la photo et de la mise en scène. Et vous êtes l'œil Oui. absent, évidemment. Et puis on a fait, je ne sais pas, la pêche de... Enfin, l'amitié permet tout ce qui est les non-dits. Et les non-dits est aussi une constante définition du pensée, et même, si vous voulez, pour moi, d'une pensée picturale, et pour lui, d'une pensée philosophique. Mais évidemment, quand on se lève le matin, on prend le petit déjeuner ensemble, on ne parle pas de philosophie. Mais en même temps, il y avait constamment quelque chose qui passait là, n'est-ce pas, et qui était de l'ordre de la poésie, surtout de l'ordre de la philosophie, de l'ordre de la critique, mais les tout passaient, enfin, comme des choses qui faisaient partie du quotidien, n'est-ce pas? Au fond, l'ami est celui à côté de qui on a le droit de se taire, ce qui reconduit une définition de l'amitié, par exemple l'amitié entre Lévinas et Blanchot, qui étaient si amis qu'ils avaient la liberté de ne pas se parler pendant de longues années. Valerio Adami. Si vous me le permettez, je peux vous dire des comments entre un ami de Jacques qui était Lyotard et le jour qu'on s'est rencontrés. Ils avaient organisé ces rencontres. Et donc, on est allé déjeuner, Lyotard et moi-même, ensemble. Et on ne s'est pas dit un mot pendant tous les déjeuners. Et Lyotard, Jean-François, m'a dit à la fin, voilà la preuve qu'on pourra devenir des amis. Parce qu'on était capable, sans embarras, de rester ensemble pendant 2 journées sans rien se dire. On s'est donné le rendez-vous pour le lendemain, il est venu à l'atelier et pendant, je crois, toute l'après-midi, on ne s'est jamais arrêté de parler, n'est-ce pas? Et voilà ce que vous dites. L'amitié est aussi ça, le fait d'être à côté de quelqu'un. Et tous les messages amicaux passent par d'autres choses. Et je dirais qu'ils prennent la forme d'un rapport poétique. J'ai envie de vous demander, dans ces conditions, et à tous les deux, et également à vous, Charles Ramon, qui êtes l'auteur notamment d'un très beau texte sur Derrida, un hommage à Jacques Derrida intitulé « Ce qui nous revient ». Un texte dans lequel vous dites « Qu'est-ce que ça change d'avoir à parler d'un philosophe mort plutôt que d'un philosophe vivant ?» Et je me demande si en vertu de ce que Valerio Adami dit de l'amitié, ce que Derrida lui-même disait de l'amitié, de la part de silence qu'elle comporte, ou d'absence, qu'elle suppose ou qu'elle permet, je me demande dans quelle mesure on ne peut pas devenir l'ami de quelqu'un qu'on n'a jamais connu, au fond. Et si finalement l'amitié n'était pas le dialogue à une voix qu'un individu noue avec le souvenir d'un être qu'il n'a pas connu. Si par exemple vous entendez à la radio, c'est une expérience qu'on peut faire à Radio France quand on travaille sur des philosophes qui sont morts, on essaie de leur rendre hommage, et puis on écoute leur voix à plusieurs reprises. C'est ce qui m'est arrivé avec Jean Kelevitch. J'ai écouté des heures et des heures de Jean Kelevitch au point d'avoir le sentiment que c'était une conversation qui se nouait. Mais une conversation, naturellement, à une voix. Reste à savoir quelle était la voix qui parlait le plus. Il n'y avait qu'une voix et pourtant, on était dans la conversation. Bref, comment penser ou concilier l'amitié avec la mort? Est-ce que la mort est un obstacle à l'amitié? Mais oui, Charles Ramon, vous attendiez pas à des questions faciles quand même. C'est une émission sur Derrida. Oui, je tiens d'abord à dire que j'ai beaucoup apprécié ce que vient de dire Valerio Adami, puisque souvent on entend dans des commentaires ou parfois ce sont de très jeunes gens qui disent ça. Quand ils vont au restaurant, ils disent j'ai vu un couple qui était ensemble à table, ils ne se sont pas dit un mot de la soirée, c'est l'horreur, c'est la vieillesse. Et non, justement, le fait d'arriver à passer un repas ensemble sans se dire un mot, c'est plutôt sans doute ça. Non seulement l'amitié, mais peut-être même l'amour. Donc ce silence, il peut avoir cette valeur-là, et moi j'aime beaucoup la lui reconnaître, cette espèce de repos qu'on peut avoir avec quelqu'un. Alors quand maintenant... La mort est-elle un obstacle dans ces conditions? Alors oui, j'y venais. Je pense qu'à la radio, vous êtes tout particulièrement bien placé pour vivre et pour ressentir ce que j'ai essayé de dire dans ce texte d'hommage à Derrida, dans lequel j'ai développé un point auquel je tiens beaucoup, puisqu'on a parlé de l'œil tout à l'heure, à savoir que Derrida est d'abord un philosophe de l'oreille. Évidemment, c'est un éducateur de l'œil. Quand il décrit des tableaux, ou quand il décrit la carte postale de Platon et de Socrate dans son fameux texte La carte postale, il les décrit magnifiquement. Il sait très bien les faire voir
mais c'était quand même surtout un maître de musique. C'était quand même quelqu'un qui éduque l'oreille. Quand vous lisez Glas, vous apprenez à entendre, vous apprenez à sentir les syllabes tellement il les fait revenir. Eh bien, donc il avait un rapport absolument essentiel avec la voix. Sa voix est quelque chose qu'il a toujours... sur quoi il a toujours réfléchi. C'est une partie essentielle de sa philosophie, le rapport entre la voix et l'écriture. Et donc la thèse que je soutiens dans cet hommage, c'est que, contrairement à ce qu'on dit parfois et ce qu'a pu dire Derrida lui-même, les morts ne sont pas ceux qui nous parlent plus, parce que les morts, comme vous le dites si bien, ne cessent de nous parler. Et à la radio, vous parlez tout le temps avec des morts. Vous pouvez maintenant faire parler énormément de morts. Mais le problème, c'est pas que les morts ne parlent plus, c'est que les morts ne répondent plus. Ils ne font que parler. Un mort, c'est pas quelqu'un qui se tait, c'est quelqu'un qui ne fait que parler. Et en ce sens, la mort n'est pas un obstacle pour entendre la voix d'autrui, mais la mort est un obstacle pour entendre la réponse d'autrui. Et en cela, la mort est quand même un obstacle. En cela, la mort est quand même triste. Dans Circonfession, quand Derrida enregistre lui-même le texte de Circonfession, Derrida parle notamment de sa mère. Il lit un texte qu'il avait écrit pendant l'agonie de sa mère, agonie qui passait également par la perte de sa mémoire. Il disait, voilà, j'écris ce texte à l'instant où mon propre nom ne signifie plus rien pour ma mère, et il est confronté ainsi à cet oubli, et il conclut ce texte en citant sa mère, un trait d'esprit dont elle n'est même pas consciente elle-même. Sa propre mère, parlant de sa propre mère à elle, lui dit sans savoir que c'est à lui qu'elle parle, et on est vraiment au cœur ici de Derrida, à tous égards, dans son cœur, et au cœur de ce qu'il essaie de faire. Elle dit ceci, elle dit « j'ai mal à ma mère ». Ce qui est pour Derrida effectivement peut-être la meilleure illustration, enfin ce qui permettrait d'illustrer ce que vous dites, Charles Ramon. Valerio Adami, que vous inspire cette idée que, au fond, le mort est celui qui parle trop? Je me souviens, Jacques disait que les absents sont souvent beaucoup plus présents que les présentes. Et en effet, c'est presque toujours comme ça. Enfin, les absents sont là, présents. Et puis, une autre phrase, je me souviens, qui venait de lui, c'était bien la naissance et sortir de la maison. Et la mort est rentrée à nouveau dans notre maison. Et je crois que tout ça était une pensée extrêmement complexe. C'était tout ce qui était le passé, la tradition, l'éducation qu'on reçoit, la culture dans laquelle on vient. Et je crois fermement tout ça maintenant que j'ai 76 ans. Et à 76 ans, quelque chose change dans la vie. Vous avez donc 2 ans de plus que Derrida? Oui. Non. Lui était né au 30, moi je suis né au 35. Oui, mais donc, il est mort à 74 ans. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et je crois qu'enfin, je pense, et je n'ai parlé avec Jacques, le moment le plus beau de la vie commence à 70 ans. Commence à 70 ans parce que, vous savez, la vie est faite de plusieurs saisons. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Eh bien, après 70 ans, ces 4 saisons deviennent une seule. Et on perd peut-être aussi l'envie de connaître, de chercher. Mais, et ça c'est ce qui était arrivé à Jacques, enfin, on veut continuer jusqu'au but les projets de notre vie et les projets de notre travail, auxquels on a dédié, enfin, toute la vie, comme Jacques a fait. Je me souviens, enfin, Jacques était un travailleur d'une énergie incroyable. Il s'est levé vraiment le matin à 6 heures. Il avait une petite pause entre 1 heure et 2 heures et il recommençait l'après-midi à travailler constamment. Et ça, c'est, je crois, enfin, une grande leçon qu'il nous a laissée. Oui. Pour lui, peut-être, c'était un peu comme, je ne sais pas, Kleist qui disait « les pensées viennent en parlant ». Et pour lui, les mots étaient ça. Je me souviens qu'on avait fait un séminaire à la fondation, cette fondation en Italie, sur le lac Majeur, qu'on avait créé ensemble. Et c'était le pensée du tremblement. C'était donc entre lui et Édouard Glissant.
Et il y a eu un conflit immense, parce que, évidemment, Glissant était pour les métissages, était pour la créolisation de la langue, et Jacques, il ne pouvait pas supporter tout ça sur une langue qui était pour lui, comme je peux dire, tout. C'était les contenus, la beauté, la complexité infinie, et cet instrument avec lequel, évidemment, uniquement par cet instrument, il pouvait représenter la vérité. Sommes-nous fidèles, selon vous, Charles Ramon, à Jacques Derrida, quand on mêle à des considérations philosophiques difficiles, c'est toujours difficile, Derrida, difficile, et c'est d'ailleurs, paradoxalement, il n'y a pas de simplicité originaire au principe de cette difficulté. C'est en cela qu'il n'est pas bergsonien, justement. Ce qui est difficile chez Bergson vient d'une simplicité dont nous ne sommes pas capables. Chez Derrida, c'est difficile d'emblée, duplication originaire de l'origine. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on lui est fidèle quand on mêle des considérations biographiques à des considérations doxographiques finalement sur son travail de philosophe et d'amoureux du langage? C'est une très très intéressante question. À première vue, non. Parce que Derrida est tout à fait à l'opposé de ce point de vue-là d'un philosophe comme René Girard, qui pensait que la vie était qui pense toujours, bien sûr, mais qui pensait dès ses premiers textes qu'une vie de philosophe ou d'artiste était une vie initiatique en quelque sorte, dans laquelle il y avait un chemin qu'on parcourait avec des étapes, et que la fin de la vie, lorsqu'elle était réussie, lorsque l'œuvre derrière était réussie, marquait une espèce de dépassement, une espèce d'aboutissement, parfois une renonciation à des choses fausses, voire mauvaises, auxquelles on avait cru. C'est pour ça que Girard est complètement opposé au thèse de Proust, c'est-à-dire il est contre le contre Sainte-Beuve, et il pense qu'il est absurde de séparer la vie d'un écrivain ou d'un peintre de sa vie d'homme, parce qu'en réalité, selon lui, l'expérience artistique est une expérience initiatique, religieuse, morale, existentielle, et sinon, elle ne mérite pas évidemment une heure de peine. Alors de ce point de vue-là, Derrida serait tout à fait à l'opposé. Derrida est quelqu'un qui n'a jamais conçu sa vie comme une démarche avec une progression, un accomplissement, des étapes, un renoncement final. Mais tout au contraire, il a toujours défendu ça. Dès qu'on prononce le premier mot, dès qu'on écrit la première phrase, de la première phrase qu'on écrit à la dernière qu'on écrit, on est toujours en train de mourir, on est toujours en train de se faire honte à soi-même, on est toujours dans l'inquiétude, etc. Donc l'idée d'un progrès, d'un accomplissement est complètement étrangère à la pensée de Derrida. Donc de ce point de vue-là, il est vrai qu'on se est infidèle lorsqu'on parle de sa vie comme d'une espèce de trajectoire, parce que pour lui, la vie n'était pas une trajectoire. Comme nous avons plus d'une langue, nous avons plus d'une vie. Je dirais, nous avons une vie par phrase, peut-être une vie par mot. Donc parler de la vie de Derrida n'a presque aucun sens. D'un autre côté, si j'ai le temps de le dire, il y a chez Derrida, pour des raisons totalement affectives qui tiennent à son origine, en Algérie, à la vie qu'il a menée, à sa vie un peu chahuteuse de son enfance, au soleil, à toute cette espèce de sensualité qui a toujours été très présente en lui, il y a toujours eu une attraction vers la vie dans tout ce qu'elle a de plus simple et de plus immédiat. La beauté des choses, la beauté des êtres, l'amour, l'amitié, etc. Et en ce sens-là, évidemment, j'irais presque contradictoirement avec sa propre philosophie, et beaucoup de philosophes sont en contradiction avec leur propre philosophie, comme Hume, comme Rousseau, et Derrida est peut-être le cas, eh bien, il y a chez lui une véritable dimension vitale, une véritable dimension existentielle, je dirais généreuse et sympathique, qu'on ne peut absolument pas négliger parce qu'elle est quand même assez unique. Eh bien, ne déplissons pas cette contradiction, c'est la façon qu'on aura de lui être fidèle, justement. Ne déplissons pas, je ne sais pas comment il faudrait le dire, cette contradiction. On va finir par la voix de Derrida lui-même, un passage dans lequel Derrida explique qu'il aimerait bien que les philosophes parlent tout simplement de leur vie sexuelle. Si vous pourriez voir un documentaire sur un philosophe, Heidegger ou Kant ou Hegel, qu'est-ce que vous désirez voir dedans? Leur vie sexuelle. You want a quick answer, okay? Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Ou qu'on parle de leur vie sexuelle. Oui. Quelle est la vie sexuelle de Hegel ou de Heidegger? Voilà, j'aimerais savoir. Pourquoi? You want a quick answer, you don't want justification of the answer. Pourquoi? Parce que je crois que c'est ce dont ils ne parlent pas. C'est ce dont ils ne parlent pas. Alors j'ai envie qu'ils parlent de ce dont ils ne parlent pas. Voilà. Pourquoi ces philosophes se sont-ils présentés
comme asexués. Pourquoi est-ce qu'ils ont gommé dans leur œuvre leur vie personnelle, et pourquoi ils n'ont jamais fait état de leur vie privée. Quand je dis sexuelle, ça veut dire privée, évidemment, la vie privée. Il n'y a rien de plus important dans la vie privée que l'amour, ou que les rapports sexuels. Je n'ai pas dit que je ne veux pas qu'on fasse un film porno sur Hegel et Heidegger. Je veux qu'ils parlent de ce qu'a été la part de l'amour dans leur vie. Vous arrivez avec un micro et vous dites, alors Hegel, on sait des choses sur Hegel, sur Heidegger, on sait des choses aussi, mais pas par eux en général. Moi, j'aimerais qu'ils parlent, eux, les entendre parler, eux. Et oui, ça n'arrivera pas. On a toujours la voix, néanmoins, de Jacques Derrida qui nous accompagne, et la voix d'Adèle Van Rett, désormais, puisqu'il est 10h50. On retrouve le journal des Nouveaux Chemins. Et vous donc, Adèle, bonjour. Bonjour, Raphaël. Oui, malheureusement, nous n'allons pas parler de la sexualité des philosophes, mais de spiritualité, puisqu'on va se demander que faire de la spiritualité lorsque l'on est philosophe. Doit-on la condamner à rester à jamais énigmatique et inaccessible à la raison ? Ou bien peut-on y voir, au contraire, une pratique qui n'est pas si étrangère à celle de la philosophie elle-même? Et si la spiritualité était simplement une manière d'avoir accès à la vérité? Bonjour Catherine Chalier. Bonjour. La dernière fois que je vous ai reçu, c'était pour parler d'Emmanuel Lévinas, je crois. Et entre-temps, vous êtes revenu au Nouveau Chemin pour parler du procès Eichmann, lors de la semaine que les Nouveaux Chemins avaient consacrée à Hannah Arendt le mois dernier. Et cette fois-ci, c'est donc de spiritualité et de philosophie dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est le sujet de votre dernier livre qui s'intitule « Le désir de conversion » et qui est publié au Seuil. Dans ce livre, vous retracez l'itinéraire biographique et intellectuel et, disons, spirituel de 5 personnes qui ont chacune, à leur façon, vécu une expérience de conversion. On y trouve Franz Rosenzweig, Henri Bergson, Simone Weil, Thomas Merton et Etty Hillesum. Ce sont donc des hommes et des femmes, des juifs et des chrétiens, des jeunes et des moins jeunes, et vous vous promenez au sein de ces itinéraires comme pour mieux tenter de saisir ce qui fait qu'à un moment, ces gens ont été attirés par une voie spirituelle, qu'ils ont chacun une manière de vivre cette spiritualité, soit en y résistant, soit en y cédant, parfois les deux tour à tour. C'est intéressant, Catherine Chalier, de voir comment la philosophe que vous êtes a choisi d'incarner ces réflexions au sein de ces figures-là. Oui, parce que la spiritualité, si on en donne une signification qui n'est pas péjorative, comme souvent c'est le cas, où on la renvoie du côté de l'imaginaire, opposé au sérieux de la réflexion rationnelle. La spiritualité, c'est aussi le fait que la quête de la vérité implique un travail sur soi-même. Et de cela, les philosophes anciens étaient très conscients. Foucault le montre bien dans ses leçons au Collège de France. Alors, je sais que la quête de la vérité s'est modifiée au cours de l'histoire de la philosophie, mais ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est suivre l'itinéraire de ces 5 personnes qui étaient portées par une quête de la vérité qui, en fait, devaient être vérifiées par leur propre vie, pour employer une expression de Franz Rosenzweig. Et cette quête de la vérité, elle passe par des expériences qui sont toutes situées, et je les choisis bien sûr à dessein, dans le XXe siècle, dans les souffrances du XXe siècle, dans les ténèbres du XXe siècle, c'est-à-dire une spiritualité qui ne peut pas prendre appui sur des signes dans l'histoire qui conduiraient les uns ou les autres à y voir la présence d'un Dieu manifeste. Donc l'histoire n'est pas du tout le lieu d'une quelconque manifestation qui les guiderait vers telle ou telle voie. Alors je ne peux pas ici bien sûr retracer l'itinéraire de ces 5 personnes, mais par exemple, si nous parlons de Franz Rosenzweig, qui vit au tout début du XXe siècle et qui, à un moment donné,
n'ayant reçu très peu de choses en matière d'éducation juive et avait en lui un sentiment que justement l'histoire ne pouvait pas le guider vers la vérité, a eu la tentation de se tourner vers le christianisme qui lui semblait la seule religion qui avait quelque chose à dire sur la spiritualité. Et puis, d'une façon un peu étrange, il a décidé qu'avant de se convertir, il participerait aux offices religieux de Kippour et de Rosh Hashanah, les offices religieux juifs principaux de l'automne. Et là, il a senti que cette voie vers le christianisme n'était pas la sienne, et que la sienne, c'était de rester juif et puis de poursuivre sa conversion, c'est-à-dire ce changement, ce retour, ce mouvement, en approfondissant le judaïsme. Mais je voudrais insister sur un point, c'est pas une conversion, et d'ailleurs, sauf peut-être Bergson dans le livre, ces itinéraires ne sont pas des itinéraires qui sont portés par des découvertes intellectuelles qui conduisent ensuite à changer. C'est plutôt, disons, le pressentiment d'une vérité qui est pour soi source de vie. C'est ça qui est intéressant dans le terme de conversion, pardonnez-moi, mais c'est la question de la révélation ou non. On peut se convertir puisqu'on a une révélation, c'est-à-dire que la vérité nous est venue de l'extérieur, ou ça peut être au contraire le terme d'une quête qui donc émane de soi. Il me semble qu'il y a un double mouvement là dans la conversion. Oui, il y a un double mouvement. Il y a toujours un mouvement qui vient de soi, parce que qu'est-ce qui pousse Rosenzweig à entrer dans une synagogue ? Je ne sais pas. Mais ce qu'il y rencontre, dit-il, le peuple assemblé. Et à ce moment-là, il y rencontre en effet la force d'une parole, la force d'une prière qu'il n'a jamais connue jusque-là. Et c'est la rencontre du peuple est plus importante que la rencontre d'un certain nombre d'idées philosophiques. Et pourquoi le peuple ? Parce que le peuple, il porte à travers le temps des paroles, des réflexions qui sont vivantes et qui viennent jusqu'à lui. C'est-à-dire à la fois, ces paroles lui viennent de très loin et le touchent dans la proximité avec ce peuple. Et alors après, il y aura bien sûr tout un chemin intellectuel d'études. C'est pas du tout pour autant le mépris de l'étude intellectuelle, au contraire. Mais ce premier mouvement, et moi je crois profondément à ça, que le premier mouvement, c'est un pressentiment d'une vérité qui va permettre en moi de toucher cette part de vie qui jusqu'ici, pour des raisons diverses, est meurtrie, n'a pas pu grandir, n'a pas pu se déployer, et grâce au peuple, grâce aux mots d'une traduction, grâce à des rencontres, elle sent que c'est là sa voie. Merci beaucoup Catherine Chalier. Là, on a parlé de Franz Rosenzweig, donc vous parlez également de Thomas Merton, Ethel Simone Weil et Henri Bergson dans votre livre qui s'appelle Le désir de conversion, qui est un essai vraiment très, très pertinent sur la notion de spiritualité et vraiment très, très bien à lire. Donc j'en recommande la lecture en tout cas. Merci d'être venu en parler. Et on reste sans voix après avoir écouté votre invité Adèle. Juste une citation peut-être de Bergson, à qui on proposait de se convertir au catholicisme, qui dit « Je refuse de quitter le camp de ceux qui seront demain des persécutés ». C'était bien vu comme préscience de l'avenir. On finit l'émission à votre compagnie, Adèle. Oui, avec deux livres qui sont bien différents, mais qui, en dehors d'avoir tous les deux une couverture rouge, portent tous les deux sur le travail, sur l'attachement au travail et sur la violence au travail. Le premier s'appelle « L'engagement dans le travail ». On le trouve au PUF, dans la collection Le lien social, et l'auteur, Alexandra Bidet, est sociologue, et elle s'interroge ici sur les mécanismes de valorisation du travail pour se demander ce qu'est un vrai boulot, quelle forme de vie l'utilisation de la technique et notamment de la téléphonie au travail engendre-t-elle, et comment penser les figures émergentes du travail à l'ère numérique, ainsi que les nouvelles manières de parler du travail qui en découlent. Même objet, autre versant, le second livre pointe le revers de cet univers du travail, Conjurer la violence, travail, violence et santé. C'est une réédition en poche dans la petite bibliothèque Payot d'un livre publié en 2007 sous la direction de Christophe Dejour. Et l'ouvrage prend le temps de définir les concepts de violence, santé, la différence entre l'emploi et le travail, puis réfléchit aux interactions entre ces trois notions. Voilà, donc les deux livres donnent chacun des éléments de réflexion sur le travail aujourd'hui, et la lecture des deux permet d'entrecroiser à la fois la dimension positive et gratifiante du travail, avec les risques inhérents à tout travail d'équipe. C'est donc l'engagement dans le travail et conjurer la violence. Voilà, Derrida, la sexualité, la spiritualité. Charles Ramon, présence et absence de l'ami Adami, le travail pour le meilleur et pour le pire, c'était le texte du jour.
On se retrouve sur Internet, où vous attend le téléchargement des émissions de la semaine, et je vais le dire en silence, l'écoute en ligne des émissions précédentes, ainsi qu'une bibliographie. Vous trouverez les textes de Jacques Derrida, évidemment, sur Valerio Adami, La vérité en pointure, dans La vérité en peinture, les travaux communs de Derrida et Adami, les travaux de Charles Ramon sur Derrida, un excellent outil pour entrer dans la pensée du philosophe. On se retrouve demain, en ce qui nous concerne, pour la suite et la fin de cette semaine sur Derrida, en compagnie de Marc Crépon et Benoît Peters. 10h59 et des poussières sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.